Le chapitre 2 du rapport, du projet de loi, évoque la création de communautés hospitalières de territoire, une autre organisation, là encore. Un projet qui est présenté de manière sympathique dans son intitulé, qui peut être opposé à mettre en place des communautés d'intérêt ou hospitalières, comme cela a pu se faire au niveau de la gestion des affaires communales dans les différentes démarches de l'intercommunalité. En même temps, lorsqu'on lit et lorsqu'on analyse les articles, loin des nécessaires développements de complémentarité ou de mise en place de réseaux équilibrés entre les hôpitaux et l'ensemble des établissements de santé, on s'aperçoit que l'ambition du législateur, du gouvernement, n'est pas de renforcer et de développer, d'améliorer l'activité des hôpitaux de proximité, n'est pas de partir des besoins sanitaires des régions, mais de réduire l'existant avec comme une ligne de conduite permanente la réalisation d'économies. On revient toujours à l'idée qu'on dépense de trop pour la santé. Revenir avec des objectifs de réduction de dépenses. Et plutôt que de proposer une réelle vision de coopération, de coordination entre les différents lieux de soins, le projet de loi est porteur d'une démarche autoritaire. Rappelez-vous que le directeur pourra décider de proposer des fusions sans en référer à qui que ce soit, si ce n'est qu'à l'ARH, l'ARS, et une démarche de réduction de l'offre de soins publics de proximité. Par exemple, rien de concret, je crois même que le terme n'est pas à évoquer, n'est dit sur la nécessité de conserver un maillage sanitaire territorial. On parle de groupe, on parle de rassemblement, de regroupement. Ni même sur les besoins d'une répartition égalitaire des services. Dans le texte, les idées de réseau, de fédéralisme, de mutualisme qui sont utilisées sont contredites par le rôle despotique qui est dévolu aux ARS. Les directeurs des ARS seront des fonctionnaires qui n'auront aucun contrôle territorial, ils n'auront des comptes à rendre qu'aux ministres, et ils pourront donc imposer les choix stratégiques et sanitaires avec le relais des directeurs, les regroupements, les fusions par un chantage. Alors dans le texte c'est marqué encouragement, mais par un chantage au financement. Les hôpitaux ou les groupements de territoires qui accepteront de s'inscrire pourront espérer, je dis espérer, avoir des financements plus intéressants. Les concentrations de sites par la fermeture d'hôpitaux ou de services entraînent, et c'est l'expérience qui en est donnée aujourd'hui, partout où cela s'est fait, une réduction des consultations dans les nouvelles structures. Lorsqu'on relie, on fait disparaître 2 hôpitaux pour en créer un seul, au bout du compte, le résultat, c'est qu'il y a une baisse de consultation, qui s'explique par des trajets, qui s'explique par le fait que c'est devenu une machine, qui repousse les choses, les gens, et qui ne satisfait pas la réponse, le besoin de réponse à des demandes de soins de proximité. De plus, la Fédération hospitalière française, qui n'est pas une organisation gauchiste, puisqu'elle est composée des directeurs et des représentants des présidents des conseils d'administration des hôpitaux publics. La Fédération hospitalière française a estimé que l'ensemble des restructurations, en tout cas la manière dont les restructurations sont proposées dans le projet Bachelot, entraînera la suppression d'environ 20 000 emplois dans l'ensemble des hôpitaux publics dans le pays. Ben oui, on va regrouper, donc on va aussi réduire les moyens. Ce projet de loi ignore totalement toute mise en place d'une politique en matière de prévention. Le terme de la santé au travail, de la médecine scolaire n'est pas évoqué dans le texte. La seule chose, les problèmes d'environnement, environnementaux, ne sont pas évoqués comme étant un objet sur lequel la prévention devrait travailler. Le seul domaine de prévention sur lequel il y a au moins 4 ou 5 pages, c'est l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs, ce qui est quelque chose d'important. Mais quand même, une prévention politique de prévention sanitaire nationale ne peut pas seulement se résumer à cela.
On nous propose également dans le texte la mise en place de groupements de coopération sanitaire. Groupements de coopération sanitaire à l'intérieur des choses territoriales de tout à l'heure. Et ça, c'est avancé et c'est justifié sous le prétexte, là encore, des phrases et des intentions généreuses, de lutter contre les déserts médicaux, qui sont des réalités, l'absence de professionnels de santé dans certains territoires. La nécessité de regrouper différentes disciplines, d'arrêter que tout le monde travaille un peu dans son coin, ce qui est aussi une intention louable. En même temps, derrière, je vais essayer de vous démontrer que c'est une nouvelle étape de la casse de notre système de santé. Avec ces groupements de coopération sanitaire, je pense, la coordination pense, que nous allons franchir un pas de plus vers l'individualisation de l'accès aux soins. C'est la privatisation d'activités médicales qui vont être assumées qui sont aujourd'hui assumées par les hôpitaux publics, qui vont être transférées dans le secteur libéral, puisqu'on va se retrouver, on se retrouve déjà aujourd'hui, mais ça va être amplifié, avec le fait que la mise en place et l'application de la T2A à l'ensemble des hôpitaux publics amène à ce qu'on recherche, que les directeurs d'hôpitaux recherchent, à ce que les séjours des patients soient les plus courts, que les soins, bien entendu, donc les dépenses, soient les plus courtes, pour pouvoir, sur la base de la T2A, recevoir une dotation d'État et qu'on n'aurait pas utilisé pleinement. Parce que si une pathologie demande 5 jours d'hospitalisation et qu'on arrive à la tenir en 4 jours, on a gagné une journée sur le budget. C'est comme ça la T2A. Et là, aujourd'hui, on va avoir s'accélérer avec la mise en place de ces groupements de coopération sanitaire qui vont regrouper des médecins libéraux, des professions médicales libérales, dans des structures qui seront financées, la mise en place seront financées par les fonds publics. Et on va voir des patients pris en charge pour des opérations ou des interventions lourdes dans l'hôpital public, et où toute la période, ou la quasi-totalité de la période de soins post-opératoire, va être confiée au secteur privé. On va soigner, on va renvoyer les gens chez eux, et on va leur faire venir un médecin, une infirmière, un kiné, et d'autres professions. Ça peut plaire à certains de retrouver, et ça peut être satisfaisant de retrouver la maison, son milieu familial, après l'opération. On n'est pas contre cette démarche. Sauf que si on la confie au privé, ça veut dire qu'on enlève une partie de l'activité et de l'accès aux soins solidaires d'une grande partie de la population. Et puis, aspect financier important, avec la mise en place des franchises médicales. Lorsque vous allez faire venir des médecins, des kinés, des infirmières chez vous, à chaque visite, vous allez payer votre franchise médicale. Il y a là donc un transfert. Et puis si vous n'avez pas les moyens de payer ces interventions de ces libéraux, les gens vont se retourner vers l'aide sociale. Donc on va réaliser là encore un autre transfert sur les finances des communes, les finances des départements. On est là dans une démarche tout à fait... On n'est plus dans un service public de santé, mais on est dans un projet de service de santé à la personne, où la notion de solidarité nationale, qui est le socle, un des socles de la sécurité sociale créée en 1945, disparaît, risque de disparaître pour être remplacé par une individualisation de la prise en charge. On revient à l'idée, on va payer selon ses moyens d'être soigné.